Il est 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le tout nouveau bâtonnier de Paris, maître Frédéric Sicard. Le gouvernement veut donner beaucoup plus de pouvoir à la police, au parquet et au préfet dans la lutte antiterroriste. C'est en tout cas ce que l'on constate en prenant connaissance du projet de loi que le quotidien Le Monde a pu consulter notamment. Bonjour Frédéric Sicard. Bonjour. Pour faire simple, Manuel Valls veut pérenniser les mesures rendues possibles par l'état d'urgence qui s'achèvera, on le sait, en principe le 26 février. Peut-il compter sur votre soutien, le Premier ministre ? Quelle idée pourquoi voulez-vous qu'il compte sur mon soutien ? Je n'ai pas à faire de politique. Je n'ai qu'à exprimer le point de vue technique des avocats. Attendons de voir ce que sera réellement ce texte, puisque pour l'instant nous n'avons qu'une fuite officielle organisée avec Le Monde, ce qui est un peu court. Il y a une première chose qui tout de suite frappe, on s'attaque à la légitime défense. On a mis 2 siècles à mettre en place le système de la légitime défense. On nous explique que maintenant on devrait revenir un peu en arrière sur la légitime défense. C'est assez inquiétant, parce que ce que les terroristes veulent, c'est que nous revenions en arrière, une société rétrograde, une société, soyons clairs, abjecte. Et si on pouvait éviter de le faire en conservant nos valeurs, moi c'est la première des choses qui me frappe. L'histoire de la légitime tout à l'heure du défense, service ça ne va pas. police-justice d'Europe 1 qui nous disait, en clair, un policier qui se trouvera face à un Kouachi pourra tirer avant de se faire tirer dessus, c'est ça l'idée ? Oui, mais on n'est pas sûr que ce soit Kouachi qui soit devant. Il est normal, à ce moment-là, vous savez, le système actuel de la légitime défense permet de dire que la dangerosité de l'intéressé, s'il y a des systèmes de manifestation extérieure de gestes, lui permet d'aviser, de faire le nécessaire et d'avoir une réponse proportionnée. Ça, c'est quelque chose qui se juge, c'est quelque chose qui se réfléchit. Vous n'empêcherez jamais le droit de devoir intervenir pour voir ce qui se passe en réalité dans la situation de fait. Mais est-ce qu'on peut être, j'ai conscience du caractère peut-être un peu provocateur de ma question, mais est-ce qu'on peut être fair-play face à des guerriers ? Est-ce qu'on peut se dire, nous on a des règles de droit, de loi, évidemment il ne s'agit pas de tirer les gens comme des lapins dans la rue, mais quand les services de renseignement ont identifié quelqu'un, que cette personne est menaçante, va peut-être se faire exploser avec une ceinture d'explosifs, est-ce que dans ces cas-là on ne peut pas se dire, peut-être on est un peu plus souple ? Il n'y a pas de raison d'opposer sécurité et droits de l'homme. Les deux peuvent aller ensemble. Le discours que je veux essayer de tenir au nom de mes confrères est un discours, oui, on veut de la sécurité nous aussi. Mais il faut que cette société pense aussi à la préservation des droits de l'homme. Alors, vous me posez une question, est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y a dans la loi ? Dans la loi, dès lors qu'on parle de légitime défense, mes antennes se sortent et je vous dis, là va y avoir un problème. Il y a d'autres sujets qui viennent, mais c'est une vraie difficulté et il faut qu'on en soit conscient. Il faut voir comment le texte a été rédigé. Mais il a été rédigé en urgence face à une situation d'urgence. Oui, puis comme personne ne l'a lu pour l'instant, ça va être assez difficile de vous répondre ce que très techniquement on a mis dedans. Mais sur une question aussi importante, il aurait mieux valu relire plusieurs fois. Voilà. Vous avez été consulté ? Pour l'instant, non. Nous sommes testés, comme vous, pour savoir ce qu'on va en penser. Si vous me demandez si j'ai envie de sécurité, je vous réponds oui, mais pas indépendamment de la préservation des droits de l'homme qui constitue la valeur socle de notre société. La ligne directrice de ce projet de loi, visiblement, c'est quand même que la police n'a pas assez d'outils aujourd'hui pour faire face à la menace terroriste. Est-ce qu'il faut attendre patiemment le prochain attentat pour réagir ? La véritable réponse, c'est qu'elle a surtout pas assez de budget. Je veux dire, on n'a pas assez de moyens, tant en matière de police qu'en matière de justice. Je vais vous donner un exemple en matière de justice. Nous avons un budget moldave. C'est pas une plaisanterie à la RG que je suis en train de vous dire. Nous consacrons en matière de justice 10 centimes par Français et par jour. Et le travail essentiel d'un garde des Sceaux, c'est d'essayer d'aller quêter de l'argent dans les budgets. Quand je vous dis qu'on a un budget moldave, c'est qu'on a le même budget que la Moldavie, qui n'est pas tout à fait la même puissance financière et économique que la France. Vous en avez pour 10 centimes par jour en matière de justice. En matière de sécurité, c'est pareil. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. On va en être à la 17e loi. On a déjà 16 lois antiterroristes. Je me doute qu'il y aura un jour une 18e, une 19e et une 20e. C'est l'enfumage et on ne s'attaque pas au vrai problème ? C'est pas forcément de l'enfumage. Je ne suis pas aussi excessif. Mais je viens vous dire que le vrai problème, il est purement un problème de moyens. Où sont les recrutements ? Vous pouvez pas venir faire de la vraie sécurité sans argent. On n'a pas tellement besoin d'état d'urgence. Ce dont nous avions besoin en urgence... Attendez. On n'a pas besoin d'état d'urgence. On avait, le 13 novembre, on avait surtout
une urgence d'État. Le 13 novembre au soir, moi je suis très content qu'on ait fini après derrière par voter l'état d'urgence. Mais on a voté cet état d'urgence parce qu'on avait une urgence d'État. Et l'urgence d'État, elle est liée non pas à la politique de M. Valls ou à la politique du prédécesseur, elle est liée au fait que depuis 30 ans, les budgets sont insuffisants pour assurer les missions régaliennes. C'est aussi simple que ça. Il faut à un moment venir dire que certes on pourra faire une 17e loi antiterroriste, puisque manifestement elle s'est partie pour. Mais il va falloir aussi que les mêmes votent des budgets qui soient des budgets qui permettent de faire fonctionner tant la sécurité que la justice, les deux. Prenons un exemple concret encore. Hors état d'urgence, aujourd'hui, on ne peut pas perquisitionner de nuit sans autorisation préalable du juge d'instruction. Visiblement, ça pourrait changer, si les informations qui ont fuité se confirment, et ça pourrait se faire sans passer par le juge. Est-ce que c'est une bonne chose dans les cas de suspicion de terrorisme, notamment ? Alors, encore une fois, comme on n'a pas le texte, ça va être assez difficile de parler autrement qu'au conditionnel. La vraie difficulté dans les mesures qui sont envisagées, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sans le juge. Pourquoi sans le juge pose un problème ? Parce que le juge, c'est une garantie de liberté. Ça fait partie de l'esprit d'un habeas corpus. C'est le juge qui garantit que les choses se passent bien. Sans le juge, ça veut dire que c'est l'administration qui va décider, le préfet éventuellement, ou le parquet. On peut aller dans ce sens-là, mais à ce moment-là, sont des magistrats nommés par le gouvernement. Tout à fait, mais il faut à ce moment-là réfléchir au statut du parquet. Comment on fait pour renforcer l'indépendance du parquet ? Comment on fait pour lui donner la validité d'un statut d'un juge, comme on s'y est engagé au niveau international ? Est-ce que ça, c'est dans la loi ? Moi, j'en sais absolument rien. A priori, comme c'est pas marqué dans le monde, ça ne doit pas y être, mais c'est une vraie question, parce que sinon, la loi, vous pouvez la voter, mais dans 3 ans, elle sera considérée comme nulle, si ce n'est par le Conseil constitutionnel, qu'on va essayer de consulter à l'avance, par la Cour européenne des droits de l'homme, dont le président était à mes côtés hier, et le président de la Cour européenne des droits de l'homme, il a une palanquée d'arrêts qui viennent d'expliquer que ça, c'est pas possible sans une autorisation précise d'un juge indépendant qui évite n'importe quoi. Est-ce qu'on n'est pas dans 2 tempos un peu différents ? Est-ce qu'il n'y a pas l'urgence d'un côté face à la menace terroriste dont on nous répète qu'elle est aussi vive aujourd'hui qu'elle l'était au mois de novembre ou au mois de janvier en France, et puis peut-être un travail de fond à faire de manière plus posée et plus pérenne ? Alors ça, vous savez, le rythme normatif, c'est le problème du parlementaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Ce que je viens juste dire, c'est que si on doit faire quelque chose, ce qui est une très bonne idée, pourquoi pas en termes de sécurité, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi quelque chose en urgence pour les droits de l'homme ? Il n'y a pas d'habeas corpus à la française. Il faut le faire. Si on veut de la sécurité, faisons aussi un kit des libertés, où on doit avoir des garanties en termes de juges, des garanties en termes de statut, des garanties en termes de moyens, il faut que les juges aient des moyens, et puis des garanties en termes d'avocats, parce qu'il y a aussi des innocents qui peuvent être dans le lot. Et on ne va pas non plus se mettre à enfermer les innocents. On n'est pas dans cette société-là que voudraient les terroristes. Alors on sait que Christiane Taubira, votre ministre de tutelle, la ministre de la Justice, et Bernard Cazeneuve ne sont pas toujours forcément d'accord sur ce qu'il faut faire. Vous avez le sentiment qu'elle vous défend suffisamment dans ce dossier, ou que la justice cède trop à la police et à l'intérieur ? Encore une fois, j'ai absolument aucune bénédiction à donner à un ministre ou à un autre. Non, c'est pas mon problème. Il ne s'agit pas de dire si vous aimez quelqu'un ou vous n'aimez pas. Très souvent, non pas dans un tempo actif, mais dans un tempo qui est légalement juste. Je veux dire, quand elle vient dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, elle vient en fait rappeler les règles de droit international. C'est vrai. Ça existe. On a déclaré depuis des siècles qu'au nom des droits de l'homme dont nous sommes les créateurs, nous avons pris des engagements en termes internationaux de favoriser l'indépendance des juges, de favoriser les libertés. Maintenant, il va falloir les tenir. Voilà. Ça n'empêche pas la sécurité non plus, mais il faut un minimum de garantie. Dernière question rapidement, tout ça sera voté après la fin de l'état d'urgence, compte tenu du calendrier parlementaire présenté en Conseil des ministres en février sans doute. En attendant, vous accepterez une prolongation de l'état d'urgence, ou c'est quelque chose qui vous gênerait en tant qu'avocat ? Je n'ai toujours pas compris quel était l'intérêt d'une éventuelle prolongation de l'état d'urgence d'un point de vue technique. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on m'explique ce que ça va apporter en plus aux forces de sécurité. Parce que les forces de sécurité ont sûrement besoin de soutien. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce que ça leur apporte en plus ? Qu'est-ce que ça va leur apporter en plus en termes de résultats ? Comme c'est pas démontré, va bien falloir m'expliquer pourquoi, en réalité, on continue de nous présenter l'état d'urgence comme la seule solution budgétaire de budget qu'on n'a toujours pas dégagé, ce qui est, une nouvelle fois, le vrai problème. Merci beaucoup Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée.